6, on va entamer. Donc je vous remercie de prendre place. Voilà, bonjour ou plutôt bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints donc pour ce débat de l'entre-deux tours. Les urnes ont parlé et elles nous disent que nous revotons la semaine prochaine, donc les 10 et 11 mai. Alors ce débat est à caractère finalement général et nous reviendrons bien sûr sur le résultat du premier tour. Comme tous les autres débats, ce débat est diffusé, est capté et diffusé en direct. Et donc, comme il convient, je salue aussi les personnes qui nous suivent actuellement en direct et puis celles qui nous suivront en podcast d'ici quelques heures ou quelques jours. Ce débat va nous emmener jusqu'à 18h30, en tout cas au plus tard. Et il vous sera bien entendu au public toujours possible de poser des questions dès maintenant et tout au long du débat. Soit sur papier, vous avez des feuilles à proximité, levez la main quand vous avez une question écrite et Élodie viendra la chercher. Vous pouvez aussi l'envoyer par email à l'adresse débat.élection@liège.be, débat sans caractère accentué au singulier, élection sans caractère accentué au singulier aussi @liège.be. Alors ces questions seront collationnées par les membres du groupe opérationnel en charge de l'organisation des débats. Elles me seront transmises en cours de débat pour que je puisse aussi en relayer. Pour rappel, le groupe est composé de représentants des différents corps de l'université. Ces questions sont anonymes et donc si vous les posez par email, pas d'inquiétude, l'expéditeur ne sera pas mentionné. Alors bien entendu aussi, il est veillé autant que faire se peut à l'équilibre du temps de parole. Pour entamer le débat, nous allons commencer par donc les résultats du premier tour. Non pas pour vous les rappeler, ça vous les connaissez, mais pour demander l'analyse qu'en font les candidats. Donc, comment les professeurs Winant et Nissen analysent-ils ces résultats? Et je pose d'abord la question à M. Winant pour suivre l'ordre du tirage au sort de la commission électorale. M. Winant. C'est comme ça jusqu'au bout. Vous avez, ce sera le cas aussi pour Mme Nissen, le temps de développer quelques minutes. Après, on sera plus dans une dynamique de débat, mais vous avez ici l'occasion d'un espace de parole pour pouvoir développer votre analyse. Merci Didier. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je crois qu'effectivement, c'est un bon moment pour faire un peu le point de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, on a eu l'occasion évidemment d'analyser les résultats et de recueillir un peu aussi des avis. Donc, on a eu, j'imagine que c'est la même chose pour Anne-Sophie, on a eu évidemment des remontées, des collègues qui nous ont contactés pour nous faire part de ce qu'ils avaient aimé, moins aimé, des questionnements, etc. Donc voilà, je voudrais profiter des quelques moments qu'on a ici pour clarifier notre position sur des points qui ont pu paraître problématiques, voire confus peut-être, ne sait-on jamais. Et c'est, me semble-t-il, très utile d'avoir une dernière fois, donc avant le vote de la semaine prochaine, une dernière confrontation avec l'ensemble des membres de la communauté. Alors, c'est vrai, je crois qu'on peut le dire, et c'est vraiment tous les retours que nous avons eus. On est venu avec un projet ambitieux, structurant, je crois, pour l'ensemble de l'université et son CHU, mais aussi, au-delà de ça, je crois aussi pour l'ensemble de la fédération Wallonie-Bruxelles. Pourquoi ? Parce qu'il nous semble que c'est quand même dans la mission des autorités de venir avec ce type de message. Ça, on va dire en quelque sorte, c'est la big picture. Et notre politique générale, vous l'avez vu dans le programme, bien sûr, c'est mentionné, l'ont expliqué, mais aussi lors des débats, on vise à une réorganisation générale de nos campus et à leur amélioration pour en faire de véritables lieux de vie, ce qui ne sont certainement pas pour l'instant. Et pour ça, on veut vraiment mettre en œuvre tout notre savoir-faire, notre savoir scientifique et technologique, bien sûr, dans le domaine du développement durable et de la transition environnementale.
Alors, on a beaucoup parlé des rankings aussi, peut-être un peu plus au début, un peu moins après, et de la place qu'ils prenaient ou pouvaient prendre dans notre université. Alors, on peut penser beaucoup de choses, des méthodes de calcul des rankings. Bon, on sait bien que scientifiquement, ça repose plutôt sur du sable, mais les rankings, malheureusement, conditionnent nos possibilités de recrutement et d'accueil, et notamment pour les étudiants internationaux et pour des collègues potentiels qui pourraient venir nous rejoindre. Et c'est dans ce cadre-là, je crois qu'il faut bien resituer ce que nous avons proposé de grandes universités francophones. Alors, je vais revenir un petit peu là-dessus parce que manifestement, d'après les retours que nous avons eus, ça n'a pas été bien compris. Donc, on a parlé de fusion. Moi, je n'ai jamais prononcé le mot de fusion, ou plutôt aussi, je l'ai prononcé une fois, mais dans une phrase négative, parce que je tenais vraiment à préciser qu'il ne s'agissait pas de cela. Mais je vois plutôt ça comme une sorte de fédération où chaque composante garde son entité, sa personnalité juridique et morale. Et j'avais un exemple précis en tête. Finalement, c'est ce que j'ai fait ici à l'université avec le pôle muséal et culturel. On a regroupé sous une coupole un certain nombre d'entités, et il y en a beaucoup. Elles ont gardé leur responsabilité et leur personnalité juridique. Vous savez qu'à là-dedans, il y a des ASBL, par exemple, ça reste des ASBL. Donc elles ont toujours leur conseil d'administration, et je ne fais pas partie de tous les conseils d'administration. Elles ont leur budget, mais par le fait de se présenter ensemble, eh bien, on est beaucoup plus fort. On a pu obtenir des crédits qu'on n'aurait certainement pas pu obtenir autrement, et nous avons surtout gagné en visibilité internationale. Donc c'est un projet comme ça que j'ai en tête, mais certainement pas de fusionner des universités. Alors à beaucoup plus court terme, on a proposé aussi une toute autre manière peut-être de concevoir l'enseignement. Je voudrais revenir un petit peu là-dessus aussi. On voudrait vraiment terminer avec le bourrage de crâne, donc on est souvent revenu avec ça, et faire en sorte que les structures dans lesquelles nous pensons que l'enseignement est encore fortement cloisonné, que ces structures s'ouvrent et qu'elles soient décloisonnées. Et rien n'a vraiment été fait jusqu'ici dans ce domaine. Et pourtant, il suffit d'aller voir ce qui se passe ailleurs, et pas nécessairement très très loin. Regardons par exemple ce qui se passe à la faculté de Jean Blou, où là je pense qu'Aurore travaille depuis plusieurs années maintenant sur ces questions-là, et elle a vraiment réussi, je crois, à repenser les enseignements et les apprentissages, et je crois que ça va dans le bon sens, parce que c'est vraiment une vision qui est structurante, qui est transdisciplinaire aussi, et je crois que c'est vraiment dans cette direction-là qu'il faut aller. Alors on a quand même prévu des mesures très concrètes, et vraiment pour l'immédiat, on peut débloquer assez facilement, et les bonus peuvent servir à ça, évidemment, des assistants pour essayer pas de régler définitivement, mais de venir en aide aux facultés là où la pléthore étudiante est la plus manifeste. Donc ça, je crois que c'est un peu comme ça aussi qu'il faut bien comprendre nos propositions sur le cahier des charges et sur la manière aussi de revoir les programmes en profondeur. C'est vraiment ça, je crois, le travail à faire dans le futur pour diminuer l'importance des charges. Mais décréter qu'on diminue les charges, si on ne va pas revoir vraiment pas les cours, mais les programmes, voir comment ils peuvent se structurer et s'articuler, ça ne marchera pas. Alors c'est vrai qu'en considérant la big picture, comme je disais tout à l'heure, mais ça c'est en réalité ce qu'on peut vraiment appeler une vision stratégique pour l'université, on a peut-être pu donner l'impression qu'on ne s'occupait pas des gens ou des problèmes du quotidien. Par exemple, les étudiants nous ont fait remonter quelques informations vraiment utiles, intéressantes, mais auxquelles, je dois bien avouer, je n'aurais pas nécessairement pensé. Par exemple, les copies d'examen. Voilà, il y a encore, semble-t-il, des endroits où c'est un peu compliqué d'obtenir sa copie d'examen et qu'on nous la commente, alors que c'est juste un droit qui a été acté par l'université. Alors bien sûr, on va s'occuper de ça. C'est un problème d'enseignement. Je n'étais pas spécialement au courant de ça. Mais voilà, je crois que ça, c'est vraiment important de faire d'abord fonctionner ce qui a été décidé. Alors ça fait longtemps aussi que les étudiants demandent à pouvoir disposer de leurs horaires d'examen très longtemps à l'avance, et dans certaines facultés ça se fait. Dès la rentrée, on peut déjà avoir son horaire. Bien sûr, il faut aussi systématiser ça, et je ne comprends pas très bien pourquoi ça n'a pas encore été fait jusqu'ici. Et puis notre politique générale aussi de réorganisation des campus, elle est là aussi pour essayer de régler des problèmes de mobilité et notamment aussi d'adaptation des horaires de cours. Alors, un des nombreux retours que l'on a eu aussi est que nous ne parlons pas aux gens, que nous ne nous adressons pas aux gens, et même qu'à la limite, ça ne nous intéresserait pas.
Alors bon, ça c'est clair qu'on n'a pas fait des promesses, on n'a pas fait des promesses à tout va. À vrai dire, on n'en a même fait aucune. Pourquoi? Parce qu'on est quand même très conscient aussi de nos responsabilités en tant qu'autorité et notamment de la responsabilité financière. Donc on sait, enfin moi je suis persuadé, mais je crois que c'est quand même un secret pour personne, que les temps vont être extrêmement durs financièrement pour les finances publiques. Et aujourd'hui encore, le matin, il y avait une manifestation des étudiants ici à Liège qui manifestaient pour des revalorisations salariales. Alors face à cela, nous on a essayé de proposer quelque chose que je pense toujours être très intéressant. Avant de dépenser l'argent qu'on n'a pas, on pourrait peut-être songer à augmenter nos ressources. Bon, je dis bien augmenter les ressources, je ne parle pas de faire des économies. Donc on a proposé des plans d'action et qui, je pense, sont tout à fait réalistes pour arriver à ça. Et cela, je pense que c'est très important parce qu'à terme, c'est pouvoir garantir l'indépendance de l'université, du moins en partie, son autonomie. Plus on va augmenter nos moyens propres, moins on sera dépendant des aléas de fortune des pouvoirs publics. Évidemment, on peut avoir une toute autre vision et se dire que l'Université de Liège va rester éternellement cliente des pouvoirs publics. Mais là, c'est tout à fait différent comme vision. Alors, nous pensons que le bien-être, finalement, c'est ça. C'est s'occuper de ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tant de soigner le mal-être quand il est là, mais plutôt de faire en sorte qu'il ne se produise pas. Donc de créer les conditions pour que le malaise ne se produise pas. Et le bien-être, c'est le monopole de personne. Nous avons dans notre équipe des personnalités qui ont bien des choses à dire là-dessus. Je pense évidemment à Angélique, qui, je crois, travaille depuis des années là-dessus, qui est tout à fait crédible sur ce domaine. Il faut bien avouer qu'à part peut-être quelques opérations un peu cosmétiques, pas grand-chose n'a été fait dans ce domaine. Et je vais prendre quelques exemples, certains peut-être à la marge comme ça, et d'autres, je crois, un peu plus importants. Là aussi, les étudiants nous ont fait remonter un certain nombre de choses. Pour certains étudiants, certes, c'est une petite catégorie minoritaire, mais nous, on veut vraiment s'occuper de tout le monde, être attentif aux problèmes de tout le monde. Certains étudiants déplorent de ne pas pouvoir être appelés par le prénom qu'ils ont choisi et de se voir assigner automatiquement celui qui est sur leur carte d'identité. Pourquoi on ne règle pas ça? Dans des tas d'établissements, c'est réglé. Et pour ces étudiants-là, à nouveau, ils ne sont pas très nombreux, mais on doit s'occuper de tout le monde. C'est une véritable souffrance. Alors, en matière de harcèlement, les chiffres qui viennent d'être produits pour l'UCL, mais c'est peut-être juste, je ne sais pas, la partie émergée de l'iceberg, pas de raison que ce soit fort différent ailleurs, c'est vraiment très, très inquiétant. Et je crois que si les étudiants et les membres du personnel aussi ont encore beaucoup de résistance à venir communiquer et dire les véritables problèmes auxquels ils sont confrontés, c'est parce que tout ça est finalement suivi en interne. Et c'est même si on dit, écoutez, il y a des tas de balises qui sont mises, etc., il y a un problème de confiance. Je crois qu'il faut vraiment avoir le courage de dire, on va externaliser ça. On doit avoir le courage de dire qu'on va indemniser, on va aider financièrement les personnes qui ont été victimes de ça et que l'université systématiquement se portera partie civile lorsqu'il y a des problèmes graves qui sont avérés. Ça, je crois qu'il faut vraiment le faire. Pourquoi ça n'a pas été fait? Enfin, dernier point que je voudrais mentionner ici, mais qui est en lien avec le précédent, vous l'avez remarqué, on défend vraiment bec et ongle la liberté d'expression, la culture du débat. Nous sommes vraiment opposés à toute forme de sectarisme et de dogmatisme. La liberté académique, ce n'est pas évidemment la liberté de dire n'importe quoi, on a des exemples de ça, mais elle est aujourd'hui gravement menacée. Il faut vraiment courageusement la défendre. La chaire UNESCO qui a été créée à l'Université de Liège, c'est une première quand même, je vous rappelle, a ça spécifiquement pour objet. Et on pensait, je vais dire je prends juste pour moi, on pensait un peu naïvement qu'il fallait surtout aller porter cette parole dans le débat public. Mais en fait, il y a un travail gigantesque à faire jusque dans les universités, et certainement dans la nôtre. Je n'avais pas mesuré à quel point les apparences comptaient parfois plus que le contenu. Ni qu'il y aurait à ce point, je vais lire ici parce que je suis désolé, mais ça me touche beaucoup, qu'il y aura à ce point des attaques sur ma personnalité, je vais même dire ces derniers temps sur ma personne. Des attaques qui, à travers moi, causent énormément de souffrance à ma famille. Je n'aurais pas cru qu'on en arriverait là si vite. C'est ainsi qu'on prête volontiers une posture conservatrice, incapable de remettre en cause n'importe quoi. On m'attribue des propos racistes,
xénophobes, fascistes même ces derniers temps, qui sont aux antipodes de mes engagements personnels. Comme n'importe qui peut facilement le vérifier, mais il faut au moins s'en donner la peine. Mais c'est tellement plus simple de relayer des bruits. On prête aussi l'intention, autre exemple, il y en a beaucoup, de réduire les bourses pour les étudiants, sinon de les supprimer, et cela en lien avec la pléthore étudiante. Ne me demandez pas le lien logique entre tout ça, je ne le vois pas. Je rappelle quand même que j'ai été, moi, boursier pendant 4 ans. Sans bourse, je ne serais pas ici devant vous aujourd'hui. Je ne veux pas finir sur une note triste, évidemment. Ce que je veux retenir ici, ce sont toutes les marques de sympathie et d'encouragement à persévérer dans notre projet, dans lequel beaucoup se retrouvent. Vous êtes très nombreux à nous avoir dit tout le bien que vous pensez de notre équipe. La parité homme-femme au rectorat, il fallait quand même oser. Avoir des personnalités plus jeunes aussi, parce qu'il faut penser à l'avenir, ayant des compétences reconnues dans les domaines qu'elles auront, j'espère, bientôt à traiter. Et bien sûr, comme disent les étudiants, c'est la big picture, c'est du moyen et du long terme. Et c'est précisément ça qu'il faut faire, sortir de la perspective étroite et construire pour le futur, pour ceux qui viendront après nous et qui nous demanderont des comptes sur notre action. Et je voudrais citer ici une phrase que j'ai entendue lors de la dernière assemblée générale à Arlon, sur notre campus d'Arlon, la semaine dernière. Pourra-t-on dire de nous plus tard que nous avons été de bons ancêtres? Je trouve que c'est intéressant comme formule. Alors pour conclure, il me semble que les choses se sont progressivement décantées. Il y a d'une part une vision, je crois, renfermée, refermée de l'université, je dirais racrapotée sur ses facultés, et c'est la fameuse question du 5e, on pourra y revenir. Et d'autre part, une vision qui pense l'université plus comme un espace d'enseignement décloisonné interfacultaire, comme quelque chose qui est beaucoup plus que l'addition de ces facultés. L'université, c'est plus que l'addition mécanique de séances facultés. Comme un territoire interconnecté, et ça c'est toute notre politique de campus, et avec une ambition internationale affichée, et ça, c'est notre projet de grande région francophone. Voilà, j'ai peut-être été un peu long, mais je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Winant. Madame Nyssen, votre réaction, vos commentaires suite au premier tour. Vous avez le compteur, vous avez effectivement un certain espace de parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner cette parole. Évidemment, je suis touchée par l'émotion de Jean. Je vais quand même tenter de répondre à la question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a vécu ces résultats. Alors évidemment, nous ne sommes pas dans la même position par rapport à l'autre équipe, puisque le vote du premier tour m'a donné 8 points d'avance. Mais rien n'est joué, comme je l'ai clairement annoncé sur le site de campagne. La nette majorité, en fait, des choix exprimés ont été en faveur de mon programme, de notre équipe. Et cela m'a vraiment fortement touchée aussi, moi, parce que d'autant plus touchée que ma légitimité, dès le début, a été mise en doute. Je pense ici que voilà, ces 8 points d'avance ont permis de me donner un peu plus de confiance dans mon équipe et dans notre programme et dans ma légitimité. Et c'est vraiment pas une formule quand je dis que j'ai été touchée aussi. Alors, il se fait que nos règles électorales, elles sont comme elles sont. Il y a un vote à personne. Ce vote à personne au premier tour, pour moi, il est démocratique. Il exprime quelque chose et il ne nous a pas permis de transformer, comme on dit au rugby, l'essai en élection. Alors, on s'est interrogé évidemment sur le nombre d'abstentions qui est important sur ce vote à personne. Il y a certainement différentes hypothèses à faire. En tout cas, pour moi, il exprime un doute par rapport à nos programmes, peut-être aussi un désintérêt de certains par rapport à ces élections, par rapport à
une façon d'élire aussi. Et je pense qu'il serait très, très utile de mieux comprendre ce qu'il y a derrière ce vote à personne et ces abstentions. Il y a peut-être aussi des attentes. On ne se positionne pas, on regarde, on écoute les débats et on écoute encore le débat entre deux tours. Moi, ce que je pense, c'est que, en tout cas, ce que je souhaite faire, c'est, si je suis élue, c'est d'aller chercher les réponses à ces abstentions et ces votes à personne et d'écouter les gens. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce grand taux d'abstention et ce vote à personne? Alors, je voudrais quand même dire une troisième chose. Parmi ces résultats, il y en a un, et c'est un résultat de ceci aussi. C'est au début, quand on m'a posé la question, est-ce que vous seriez intéressé par un débat entre les deux tours? Honnêtement, j'ai réfléchi, on en a discuté avec mon équipe, on s'est dit, la configuration sera la même. Ce n'est pas comme s'il y avait eu 3, 4 candidats et puis un deuxième tour avec les deux qui ont remporté le plus de voix. Donc je ne voyais vraiment pas l'intérêt de ce débat, sachant qu'on a eu l'occasion de débattre à de nombreuses reprises. Et en plus, nous avons écouté et répondu à toutes les demandes parallèles, et il y en a eu quelques-unes en une semaine. Il faut dire que je suis tout compte fait très heureuse de ce débat, parce que je pense que depuis la publication des résultats, le débat a changé. La campagne a changé de ton, et je peux comprendre évidemment la déception, l'émotion par rapport à certains termes que l'on entend, peut-être plus maintenant que lors de la semaine précédente. Je peux comprendre cette déception, mais je pense que certaines pratiques et certaines bornes ont été en effet franchies. Il y a eu des envois massifs de messages qui ont été faits. Alors, d'où viennent les listings, ça c'est une autre question, ce n'est pas la question que vous posez. Mais surtout, pour moi, la compétition électorale dans une université n'autorise pas à déformer le programme de l'autre équipe. Et évidemment, on m'a fait part de ces messages, je n'étais pas dans le listing, moi dans le fléchage. Et donc, on prétend que je vais ruiner l'université, que les actions que je propose coûtent entre 40 millions et 50 millions pour des primes de retraite, de pré-retraite, pour la FIE, que je vais supprimer la chefferie au CHU. Franchement, je n'ai jamais entendu cela et je ne l'ai jamais prononcé, et je propose à toutes les personnes de réécouter les débats. Quelle idée complètement farfelue d'ailleurs, que je vais même, dit-on, supprimer les comptes P, alors là c'est encore plus invraisemblable, que je suis contre la valorisation, c'est tout à fait aberrant aussi, et je peux continuer comme cela. Alors cela, je suis d'accord, c'est très difficile à vivre. C'est pour moi un mensonge, des déformations de mon programme, des déformations de mes intentions. Je suis d'autant plus surprise que je l'ai lu quand même dans les messages, de l'équipe concurrente, notamment que je vais ruiner et dépenser 50 millions pour faire les pré-retraites et l'IFIE. Et je suis d'autant plus surprise que j'ai assisté au discours de Jean lors de l'inauguration de la chaire UNESCO, dans laquelle, justement, il portait bien haut l'étendard de la lutte contre les fake news et de leurs dangers. Et je trouve là qu'il y a quand même un certain écart entre les paroles que l'on donne et ce que je lis, moi, dans ces messages. Voilà. Alors, que se passe-t-il? Je n'en sais rien. D'accord. Que se passe-t-il dans la communauté? Je n'en sais rien. Mais j'espère en tout cas que ce troisième débat permettra de clarifier les choses et de nous donner l'occasion
de remettre en fait, de clarifier, oui, les montants si besoin, mais surtout aussi notre vision, notre programme, et de revenir à un débat légitime. Merci. Alors, nous aurons effectivement une question sur le financement de vos propositions. D'abord, encore pour rester sur ce premier tour, il est marqué aussi, on l'a vu, par une faible participation. Les 2/3 du corps électoral n'ont pas voté au premier tour. La participation par rapport au premier tour de 2018 est en baisse dans tous les corps, spécialement dans le corps scientifique et chez les étudiants. Et par ailleurs, donc, on l'a souligné, le vote à personne est effectivement à un niveau plutôt élevé, au-delà de 10% dans chaque corps électoral. Est-ce que c'est pour vous l'expression d'un désintérêt pour l'université, son devenir, au sein même de notre communauté, ou est-ce autre chose? Je propose peut-être de commencer par Madame Lycène, puisqu'elle a un peu de retard, et puis on passera à Monsieur Winant. Je pense que j'ai déjà donné des éléments de réponse, moi, à cette question, justement. Il me semble qu'il y a plusieurs hypothèses. En tout cas, il y a un doute peut-être par rapport aux deux programmes, par rapport aux deux équipes, par rapport au processus électoral comme nous le vivons. Ça peut être la procédure, le vote papier. Ça peut être aussi la déclinaison, le pourcentage par rapport à chaque corps, qui est un grand débat depuis des années. D'accord ? Moi, j'entends aussi les scientifiques dire à quoi ça sert de venir voter, nous ne représentons que 10%. J'imagine peut-être que dans le corps pato aussi, et j'imagine aussi dans le corps étudiant, alors qu'ils ont quand même 15%. Les étudiants, mais je pense aussi que parmi les étudiants, moi ce que j'ai entendu, bon, il y avait les élections des étudiants juste avant, et il y a aussi ce vote papier qui est quand même, à mon sens, quelque chose peut-être à discuter, à revoir pour permettre à plus de monde de venir. Mais je m'interroge quand même sur notre programme, sur notre équipe, et comme je l'ai dit, si je suis élue, je souhaiterais vraiment commencer par l'écoute des différentes personnes pour pouvoir entendre ce qu'ils ont à dire par rapport à ce taux d'abstention et de vote à personne. Donc je répète ce que je viens de dire juste avant. Je pose la même question à M. Winant, mais changeriez-vous quelque chose à l'organisation même de la campagne oui, électorale? Oui, je l'ai déjà dit d'ailleurs. Par l'université, l'organisation par l'université. Oui, je l'ai déjà dit que j'étais d'ailleurs prête à revoir avec les différents corps, et notamment les scientifiques, on en a parlé avec le Conseil des scientifiques, à travailler avec eux pour revoir comment changer évidemment le décret d'accord, notamment par rapport au FNRS. On peut revoir aussi la pondération, mais ça ne dépend pas que de nous, on doit travailler ensemble, et ça ne doit pas se faire uniquement par rapport aux scientifiques, mais peut-être aux pathos. Je sais qu'il y a des demandes, y compris aussi au niveau des étudiants, parce qu'ils ont 15%. Et deuxième chose, je pense aussi qu'il faut envisager un vote électronique. Honnêtement, et un vote peut-être, vous savez, on a pu faire déplacer non pas 60 millions, mais 60 millions ont été votés, invités à voter en France récemment, en une journée, et on avait les résultats, enfin, les sondages de résultats, je dirais, et la confirmation dans les jours suivants, le soir même. Donc tout ça aussi peut faciliter, je pense, le processus. Après, il faut revoir nos programmes. Ce que je pense aussi, c'est que les débats tels qu'ils ont été organisés, ils ont été très bien organisés, mais les débats tels qu'ils ont été organisés par rapport il y a 4 ans, on a tellement peur d'avoir des clashs, d'accord, de grandes envolées, qu'on s'est presque interdit un débat contradictoire. D'ailleurs, ici, vous l'avez appelé débat contradictoire. Et à force d'éviter et d'empêcher la contradiction, peut-être que ce n'est pas très passionnant d'écouter les débats. Donc il y a peut-être aussi à ce niveau-là quelque chose à améliorer. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir une contradiction ici, mais en tout cas, M. Winant, d'abord le désintérêt pour l'université, avec cette faible participation, et puis que changeriez-vous dans l'organisation même? Puisque c'est un débat contradictoire, je voudrais quand même revenir alors sur la déclaration liminaire, parce que là aussi j'ai quand même quelque chose à dire. Donc quand j'entends dire que je fais des fake news, ça monte un peu quand même. Donc sur les chefferies, moi j'ai jamais dit que Anne-Sophie allait supprimer les chefferies, j'ai jamais dit ça. Moi mon point de vue, ou alors on n'a pas lu le même document,
Moi, je dis c'est important que celui qui a une responsabilité académique en faculté de médecine, pour autant évidemment qu'il ait une activité clinique, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais qui puisse être reconnu comme chef de service par le CHU et qui ait ce lien fort organique, moi je pense que c'est important. Je n'ai jamais dit que Anne-Sophie allait supprimer. Non, je dis simplement, moi, c'est juste ma position, il faut faire ça. Les comptes P, je ne sais pas d'où ça vient, je n'ai jamais parlé des comptes P. Quant à la valorisation, il y a quand même, je crois, dans le programme d'Anne-Sophie, mais je l'ai peut-être mal lu, cette expression de valorisation monétisée, je ne sais plus quel était le terme qui était employé, mais qui était quand même, me semble-t-il, assez péjoratif pour la valorisation. Alors, le financement, bon, 40-50 millions, c'est une approximation, évidemment, mais il n'y a pas qu'une mesure. Il y a bien sûr la FIE, on sait qu'il y a un déficit net à financer par les universités. Il y a les projets d'académisation aussi, peut-être qui sont sur la table, parce que ça a été promis. Il y a les prix retraite, bien sûr, on peut en reparler. Il y a ce que j'appelle le 6e, 5e, puisque si on rend la totalité du financement aux facultés, mais il faut encore mobiliser de l'argent pour avoir quand même quelques projets transversaux, ça vient encore en plus, évidemment, etc., etc. Donc c'est quand on fait l'addition de tout ça. Alors maintenant, je vais répondre à la question. Je vais essayer. Sur le vote, je crois qu'il faut d'abord regarder ça, pas globalement, mais par catégorie. Donc si on prend les académiques, on souhaiterait évidemment qu'il y ait plus, mais on est quand même dans plus de 80%. C'est moins 4 par rapport à 2018. Pardon, c'est ça. Mais c'est surtout une participation. Donc il y a plus de 90% des scientifiques, des académiques qui sont venus voter, et 80 et des pourcents, 83, 84, je ne sais plus, qui a émis un vote positif, un choix positif pour un des deux candidats. Évidemment, ce n'est pas la même chose que si on va voir du côté des étudiants, où là, on est à un peu plus de 20%. Donc là, je crois qu'il ne faut pas avoir une analyse générale, mais qu'il faut voir catégorie par catégorie. Bon, il est clair que pour les étudiants, et là, je suis tout à fait d'accord avec Anne-Sophie, le vote électronique, enfin, on est au XXIe siècle, quoi. Bon. Donc, un étudiant qui n'avait pas cours ce jour-là, même s'il habite à Liège, il ne se déplacera pas. Alors, ne parlons pas des étudiants qui cotent, évidemment. Donc là, je pense qu'il y a tout simplement, même peut-être pour ceux qui étaient intéressés, je crois que pas assez, en tout cas, pour faire ce type de démarche. Alors maintenant, le système, le système, il est ce qu'il est avec ses pondérations, etc. Bon, moi, j'entends bien qu'on peut peut-être essayer de revoir un peu les équilibres, etc. Mais ce qu'on donne à l'un, on le prend à l'autre, puisque la somme doit toujours faire 100%, sauf si on est dans des arithmétiques un peu extraordinaires. Donc moi, je ne crois pas qu'on va faire ça comme ça au cas par cas et dire aux scientifiques, oui, bien sûr, vous aurez 15 ou 20%, etc. Il faudra bien aller les prendre quelque part. Donc, je crois que c'est en fait la pondération des votes tels qu'on l'a dans nos élections, elles sont en fait le signe de quelque chose. Elles sont le miroir de quelque chose. Elles sont en fait le signe de l'importance que l'institution accorde à chacune de ses composantes. Donc c'est ça qu'on doit voir. Peut-être que le problème pourrait se résoudre autrement. Peut-être que si on a une autre manière, par exemple, pour ne prendre les scientifiques, parce que ça c'est le plus clair, le rapport entre les scientifiques et les académiques, il y a peut-être moyen de résoudre ça autrement. Voilà, donc je crois qu'il faut voir ça de manière globale. Et sur la partie technique, bon, ça je crois que j'ai répondu. Oui, le vote papier, c'est une aberration. Moi j'ai confiance dans mon institution. Je pense que si on fait un vote électronique, je n'ai pas de problème avec la clarté des résultats. Je voudrais quand même, si je peux, oui, bien sûr. Je vois que... Ah oui, tu as le temps. Je voudrais quand même revenir sur le message, 40 à 50 millions pour les mesures qui sont proposées dans mon programme. Je souhaite voir franchement le décompte de cette estimation. En ce qui me concerne, je peux les expliquer. Et pour moi, cela, si ce n'est pas mensonger, eh bien, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut l'appeler. Par ailleurs, je suis très heureuse que tu aies rectifié cette histoire de chefferie par rapport au CHU, parce que honnêtement, ça fait énormément de bruit au CHU, et je suis très heureuse que ce bruit est... D'ailleurs, dans l'équipe, manifestement, il y a quand même eu des personnes qui ont répandu ce bruit et qui ont contacté les chefs de service. Ils peuvent être rassurés
totalement rassurée dans mes intentions par rapport à cela. Et il est clair que c'est ce que j'avais dit au dernier débat, ou à l'avant-dernier, au dernier débat, je pense. Mon objectif est bien évidemment de valoriser le CHU et de permettre en effet cette valorisation et de faire rayonner le CHU dans l'université et avec l'université. Mais voilà, donc je vais quand même répondre à ça. C'est intéressant, hein, parce que on est vraiment, je crois, là dans le cœur du sujet. D'abord, toutes les mesures qui nécessitent des moyens, mais elles n'ont pas été chiffrées quand même. Donc, moi, j'entends maintenant... J'ai donné les chiffres à plusieurs reprises, notamment du FIE. Alors, je peux revenir sur les estimations que tu as données pour les pré-retraites, qui ne sont d'ailleurs pas des pré-retraites du tout. Un pré-retraite, c'est une forme de chômage. Je n'ai jamais parlé de pré-retraite. De retraite anticipée. Voilà, mais je pense qu'il faut être précis sur les mots. Mais oui, d'accord, bien parce sûr. que donc, chaque mot a une symbolique. Terminer peut-être mon propos. Oui, mais... Donc, je pense que ce qu'on a essayé d'estimer, c'est le coût d'une retraite anticipée. Et si, comme on le dit beaucoup, beaucoup de personnel est en souffrance, en mal-être, etc., on peut penser que si les conditions sont à ce point intéressantes pour le personnel, il va y avoir une demande importante pour ça. Et comme vous savez, comme il faut garantir le financement dès le départ, ça va être, nous pensons, mais on peut se tromper évidemment, mais nous pensons que ce sera infinançable. Et pour les chefferies, moi je n'ai jamais dit ni fait courir le bruit qu'Anne-Sophie allait... Je ne comprends d'ailleurs pas le raisonnement. Moi je m'occupe uniquement de ce qui me paraît important, c'est d'affirmer que pour nous, et ça a mis du temps à le faire, le lien, pour moi il y a vraiment un lien organique entre notre CHU et la faculté de médecine, et pour une certaine catégorie de personnel, elle est en quelque sorte... Elle s'incarne de manière un peu emblématique dans ce lien entre la charge académique et la chefferie de service. Donc ce que je dis, c'est que moi, je trouve que c'est bien que ce soit comme ça. C'est tout. Je pense qu'on n'a pas intérêt à détruire ce lien. Ça ne veut pas dire qu'on va détruire les chefferies de service. Je pense que ce lien, c'est vraiment très intéressant que ce soit la même personne qui puisse avoir cette double fonction. Et nous n'avons pas intérêt à détruire ce lien, je ne l'ai jamais dit. Alors, je vous rappelle que donc il est possible de poser des questions, que ce soit ici dans la salle, les papiers, soit si vous voulez l'écrire via votre GSM sur l'adresse débat.élection@liège.be. On va maintenant aborder peut-être quelques questions de gouvernance. Et il y avait une question plus particulièrement pour Madame Nyssen, et je commence par Madame Nyssen parce qu'elle a un peu de retard, mais Monsieur Winant, vous aurez l'occasion bien entendu d'y répondre également et en tout cas de donner votre vision. Madame Nyssen, vous souhaitez augmenter la participation des membres de la communauté dans la gestion de l'université. Quelles sont les nouvelles structures, les modifications de structures que cela implique concrètement? Ça n'implique pas nécessairement des nouvelles structures. Rappelez-vous, donc, quand j'ai fait le COEF, et donc au début de mon mandat, j'ai souhaité changer la constitution du COEF. J'y ai associé l'ensemble des vice-doyens à l'enseignement pour qu'on puisse entendre en effet les spécificités de chaque faculté en termes d'enseignement. J'y ai inclus, ils n'étaient pas représentés, les étudiants qui avaient, il me semble, aussi une voix à dire par rapport à l'enseignement. Ce sont quand même eux qui vivent notre enseignement, aussi bien que les académiques. J'y ai inclus les scientifiques. On m'a rapporté dernièrement, et j'invite évidemment, chaque fois qu'il y a des dossiers spécifiques, les personnes de l'IFRES, on a déjà invité des personnes du CJ, on a déjà invité le personnel administratif, évidemment. Donc, ma conception de la participation, c'est celle-là, c'est de regarder qui est l'utilisateur, d'accord, de la matière qu'on va analyser dans ce conseil ou dans cette commission. Et je pense que cela se fait déjà beaucoup. Donc voilà, on a à la cure, évidemment, une très belle représentation aussi, à la fois des académiques, via les doyens, et à la fois des conseils de recherche.
Donc c'est cette réflexion-là qu'on doit avoir au niveau de toutes les instances et de tous les organes qui ont un pouvoir de conseil ou un pouvoir de décision. Voilà, c'est cela. Alors la participation, vous savez... Est-ce que ces évolutions demandent des modifications décrétales ou bien l'université peut faire ça toute seule, une organisation interne? Elle peut le faire sur les organes qui lui sont propres, évidemment, en interne. Évidemment, elle va devoir, pour tout... Enfin, je ne comprends pas vraiment le deuxième côté, la deuxième partie de votre question. Nous avons un pouvoir d'action sur nos règlements, sur nos processus, et c'est déjà énorme. Lorsque nous avons besoin de changer évidemment des compositions de conseils de commission en externe, nous avons besoin de négocier de l'aide de l'ensemble des universités, y compris des hautes écoles. Et là, justement, je pense que le fait de pouvoir discuter avec son écosystème, avec l'ensemble des membres de l'enseignement supérieur est un atout lorsqu'on veut faire changer évidemment des décrets et des positions. Alors, dans la participation, il y a différents types de participation. On appelle participation le fait de transmettre une décision. C'est le niveau basique de la participation pour moi. On appelle participation le fait de faire un sondage et de récolter de l'information. C'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est parfois d'intégrer des éléments de son sondage dans son dossier. Et le quatrième niveau, c'est la co-construction. Alors, je ne dis pas qu'on peut faire de la co-construction partout, mais je pense qu'on a déjà une ventilation là d'un mode de participation et qu'on peut intégrer, je pense, dans notre mode de gouvernance. Et je voudrais terminer par cela. La participation, et on peut le démontrer dans toutes les organisations. Je suis quand même psychologue du travail et j'ai l'habitude de travailler dans différents types d'organisations, que ce soit dans le public, dans le privé, dans l'industrie, dans d'autres types d'organisations. La participation ne ralentit pas le processus. La participation fait que nous prenons plus de temps pour construire les dossiers. À un moment, il y a une décision qui doit être prise et on prend la décision. Évidemment, le piège, c'est lorsqu'on demande au groupe qui construit le dossier à prendre lui-même sa décision. Et on voit à ce moment-là qu'il n'y arrive pas. Donc, à un moment, quand le dossier est co-construit, on passe évidemment à une instance qui prend la décision sur un dossier construit de façon beaucoup plus démocratique. Monsieur Winant, vous souhaitez apporter un commentaire sur cette participation aux organes de l'université? En moins 4 minutes. Juste un petit commentaire. Je crois que ce processus de participation, il existe à peu près partout dans l'université. Quand je vois comment les choses se construisent, par exemple en recherche dans les conseils sectoriels, puisque là, on a souhaité quand même maintenir un pilotage à 2 niveaux et puis alors au niveau supérieur aux curves. Dans notre programme, nous avons dit expressément que pour reprendre le fonctionnement du CA, qui ne concerne pas beaucoup de monde, mais qui est quand même très très important pour le fonctionnement de l'université. Vous connaissez tous la fameuse réunion du lundi soir pour les académiques, qui nous est parfois un petit peu reprochée entre académiques. Donc on pourrait dire, bon, on va la supprimer. Non, au contraire, je crois qu'il faut plutôt aller vers un élargissement de ce genre de procédure. Et donc nous avons proposé, mais Fabrice le faisait déjà assez régulièrement avec les représentants scientifiques et les représentants étudiants, c'est quelque chose qui doit vraiment être fait. Et donc dans notre programme, c'est clairement expliqué. Nous souhaitons vraiment pouvoir examiner avec les différents corps du CA bien en amont, bien avant que les décisions ne soient prises. Donc pas 2-3 jours avant, parce que là on est le nez dessus, on ne sait plus rien faire, mais vraiment distinguer dans le fonctionnement du CA, disons, ceux qui sont un peu les points de routine, parce que légalement, il y a juste des points qui doivent passer au CA, et puis alors les points qui sont vraiment les plus structurants pour le fonctionnement de l'université. Et on prendra le temps qu'on prendra. On prendra le temps que ça prendra, parce que le temps qu'on va consacrer un peu plus à consulter largement les différents corps et à pouvoir instruire les dossiers avec eux, ce temps-là, on va le regagner dans les discussions infernales qu'on a parfois au CA, avec d'abord des réunions qui elles-mêmes durent longtemps, mais des points qui sont reportés. Et donc des points qui sont reportés, c'est pire que tout, je pense, parce que là, la lassitude s'installe. On a une défiance aussi qui s'installe vis-à-vis des autorités, parce qu'on dit, mais
ne maîtrisent pas leur dossier, en fait. Qu'est-ce que c'est ça pour quelque chose? Et donc tout le temps qu'on va passer à essayer de désamorcer les problèmes et à recueillir l'avis des différents corps, pas uniquement des académiques, eh bien ce temps-là, non seulement on va le récupérer, mais on va surtout avoir des décisions qui seront acceptées par l'ensemble de l'institution. Et ça, je crois que c'est vraiment un plus. Alors la question suivante, et vous parlez de temps avec... Pardon, oui, Madame Hyssen. Une petite remarque. Bien sûr, et heureusement pour notre université, la participation existe à certains endroits, mais je prendrai un exemple, le 1/5. Ce fameux 1/5, est-ce qu'on peut dire qu'il y a, heureusement, nous faisons remonter les projets des unités de recherche et des facultés. Donc ça, comme je l'avais dit, c'est un degré de participation. Ensuite, évidemment, ces projets sont évalués, ils remontent à la cure. Mais avons-nous, au niveau de la cure, un réel pouvoir de décider? En fait, moi, je l'ai vécu, et Jean l'a vécu aussi d'ailleurs, au niveau de la cure, on arrive avec une liste qui a déjà été revue, négociée, discutée. Mais les doyens qui sont à la cure, et les présidents d'ailleurs, n'ont pas grand-chose à dire, en fait. Parfois, ils ont la possibilité d'envoyer un mail pour dire qu'ils sont mécontents parce que leurs dossiers ne sont pas passés, ils exigent une équité. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on redistribue un peu les cartes. Les critères sont assez flous, d'accord ? On ne sait pas comment cela se fait, et c'est à ce niveau de ce 1/5 aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs que je souhaite organiser, d'abord rendre 5e aux facultés, donc qui sont asphyxiées par le nombre des étudiants, et organiser un fonds spécifique avec beaucoup plus de transparence, des critères objectivés et une participation à la cure de l'ensemble des membres de cette cure à la décision. Alors, allons directement sur ça. Parce qu'on parle du 5e, comme ça... C'était la question. En fait. Voilà, donc s'il y a des questions qui viennent là-dessus, autant vider le truc. Donc, nous, le 5e, vous savez, on propose de le maintenir. Je reviens encore avec cette idée que j'ai déjà expliquée plusieurs fois, que pour nous, l'université, c'est plus que l'addition de ces différentes facs, c'est plus que l'addition des parties. Et donc, ce 5e, c'est l'occasion pour nous de vraiment faire des choses un peu nouvelles, c'est l'occasion de faire de la transversalité, c'est l'occasion aussi de tenir compte du monde qui évolue. Et donc, il y a des choses que l'on doit vraiment faire, et il me semble qu'il y a une vision institutionnelle que l'on peut peut-être mettre en route grâce à ça. Et alors, comment va-t-on le faire? Là où je rejoins totalement Anne-Sophie, c'est que la manière dont le 5e fonctionne maintenant, la manière dont il est mis en pratique, est tout à fait loin d'être satisfaisant. Les doyens et les différentes UR font un peu leur liste de courses, voient ce qu'elles peuvent se payer, excuse d'être trivial, avec le 4/5e, et puis on se dit, on va essayer d'obtenir ça ou ça. Et ça donne quoi? Une sorte d'inventaire à l'après-vert qui ne ressemble à rien. Donc le 5e, bien sûr, il faut le garder, parce que c'est ça qui va permettre peut-être sur une ou plusieurs mandatures de quand même garder un cap. J'ai rappelé dernièrement que c'était ça qui était un peu le déficit de l'université, de notre université, c'est qu'on n'est pas capable d'avoir des trajectoires à long terme qui soient vraiment structurantes. Le 5e peut éventuellement servir à ça, mais pas comme ça fonctionne maintenant, ça ce n'est pas la bonne idée. Et alors bien sûr, et c'est ce que nous avons dit et nous l'avons écrit, c'est que la manière de déterminer ces grands axes prioritaires, on va bien sûr le faire en commun, mais une fois qu'on aura fait ça, il ne faut pas qu'on zigzague chaque année dans tous les sens en se demandant « Ah bah tiens, le 5e, cette année-ci, ça va servir à ça, etc. » C'est ça qui ne va pas. Alors, mais si on a pu collectivement avoir... Alors ça, je pense que ça donne un souffle. Une question qui était relative justement au 5e pour rappeler en quoi c'était un soutien, une pierre angulaire dans chacun de vos programmes. Je pense que vous y avez sans doute déjà un peu répondu. On a une question ici qui concerne en fait, concernant justement le 5e facultaire. Est-ce que vous souhaitez élargir la règle du 5e à l'administration ou aux autres entités que facultaires? Je pense que vous pouvez répondre tous les deux, mais la question vous concerne peut-être directement, M. Winan. Le 5e, il a quand même été pensé, je pense, pour l'enseignement et pour la recherche. C'est quand même d'abord ça, puisque c'est là que
des initiatives nouvelles peuvent être développées. C'est là évidemment qu'on va pouvoir développer de la transversalité entre les facultés, entre les UR. C'est là qu'on va pouvoir nouer des collaborations. À côté de ça, il y a les besoins alors qui sont exprimés, je pense plutôt par l'administration centrale, parce que c'est vrai que dans le fonctionnement des facultés, il y a une vue globale de toutes les catégories de personnel, mais je pense que l'administration centrale, donc pas le PATO en général, mais l'administration centrale, elle doit faire l'objet d'un plan spécifique, ce n'est pas la même chose. Alors moi, je ne veux pas faire non plus servir le 5e pour les facultés à du renforcement pédagogique, ça, c'est pas fait pour ça. Avec le 5e, on doit faire du structurel, des choses qui seront pérennes. En revanche, puisqu'on a des bonis, ben ça permet par exemple d'apporter des solutions à la pléthore étudiante. Ce qui est intéressant, c'est que les pléthores, elles peuvent se déplacer, elles ne sont pas toujours au même endroit, évidemment, et qu'avec des encadrements, donc pas des chargés de cours, mais de l'encadrement scientifique, ben ça nous donne de la souplesse pour éventuellement, après quelques années, rediriger des moyens, rééquilibrer aussi les choses entre facultés, là où c'est nécessaire. Avoir plus d'étudiants, ben, c'est pas pour ça qu'il faut des cours en plus, c'est pour ça qu'il faut des chargés de cours en plus, évidemment. Oui, alors je pense qu'il est important de différencier les objectifs et les moyens. Et il me semble ici qu'on confond les deux. Il est clair que je partage totalement j'ai l'ambition, en fait, de favoriser et de mettre en place un fonds qui permette justement cette transversalité, ces projets interdisciplinaires transversaux qui sont parfois malmenés, d'accord, dans notre université. Et d'ailleurs, on a eu l'expérience précédemment avec le conseil universitaire lorsqu'il traitait des projets de recherche interdisciplinaire et qui étaient évalués par 2 facultés de manière plus négative que lorsque parfois ils étaient évalués seuls. Donc il est clair qu'on veut mettre cela, c'est dans mon programme et nous allons mettre un fonds spécifique pour cela. Notamment aussi, ça peut être un choix stratégique de l'université, de renforcer aussi certaines facultés en termes de moyens, de pérenniser certaines plateformes, lorsque ces plateformes sont d'ailleurs utilisées en interfacultaire, d'accord, ou par différentes unités de recherche. Donc ça me semble essentiel et les défis de demain de transition durable le nécessitent encore plus. Donc ça, c'est clair. Nous allons créer un fonds propre. Par contre, et ça, le moyen, c'est le fonds propre. Mon objectif, c'est de mettre en place cette transversalité, ces choix stratégiques et cette pérennisation de certaines plateformes. D'autre côté, j'ai comme objectif de faire en sorte que la privation qu'on a imposée au niveau des facultés depuis des années, alors que le nombre d'étudiants ne cesse d'augmenter et qui met à mal la santé mentale, la santé physique des enseignants, du PATO et des étudiants, puisque c'est eux qui subissent en effet les tensions que vivent le personnel quand on est dans des facultés surpeuplées. Il me semble qu'il faut arrêter, qu'il faut dire stop à cela. Et donc, je pense qu'une première façon de faire, c'est de permettre aux facultés de gérer l'ensemble de leur départ. Ils ont évidemment cette intelligence avec les unités de recherche, avec le PATO, de faire des choix et de gérer l'heure disponible, comme ils le font déjà maintenant, sur les 4/5 heures. Donc mon objectif est de faire cela et de mettre en place à côté un fonds qui permettra cette réflexion, ce choix stratégique qu'on doit avoir au niveau de l'institution ensemble pour des projets transversaux et pour également le financement de ces plateformes qui sont utilisées par plusieurs unités ou plusieurs facultés. Voilà. Alors on a M. Binan. Voilà, je crois que là on est vraiment au cœur du problème. Donc moi je ne demanderais pas mieux évidemment de donner plus d'argent peut-être aux facultés, mais ici le problème il est précisément là. Donc j'entends bien que les facultés disposent donc de 5/5 et qu'on va, ça je suis content de l'entendre, qu'on aurait alors des possibilités pour essayer de faire des initiatives nouvelles et de la transversalité et qu'on va créer un fonds. C'est dans mon programme
Oui. inscrit comme cela. Et Je le peux 1, terminer non, le 1/5, parce que c'est contradictoire, le 1/5 que je propose équivaut à le 5e qu'on connaît depuis 3 ans, c'est-à-dire l'équivalent de 5 équivalents temps plein, 700 000 €. On ne parle pas de 50 millions, d'accord? Monsieur Villain. Voilà, maintenant je vais terminer, puisque j'en ai l'occasion. Mais c'est une mesure parmi d'autres, donc vous voyez que la liste s'allonge. En fait, quand on décide d'augmenter le cadre, parce que c'est ça que ça veut dire, évidemment, c'est qu'on va engager une nouvelle personne pendant 30 ou 40 ans. Et moi, je ne sais pas ce que sont les finances de l'Université de Liège, certainement pas dans 40 ans, mais même dans 5 ans, personne ne peut le dire. Donc voilà, c'est un terrible pari qu'on prend, et l'addition de toutes ces mesures, si on doit toutes les appliquer, c'est encore plus grave finalement que ce que je pensais, eh bien on va, je crois, mettre potentiellement l'université financièrement en danger. J'ai rappelé, et je défie qui que ce soit de me prouver le contraire, si on pense que c'est un peu l'histoire du too big to fail, qu'on ne nous laissera jamais tomber, vous savez, la fédération Wallonie-Bruxelles et la région, regardez l'état de leurs finances. Même ce qui était dans le programme actuel de la législature, je pense par exemple à la gratuité pour le fondamental, il y a 1 mois, la ministre a bien dû dire « je suis désolé, mais on ne pourra pas le faire ». Donc on a une question justement sur les questions budgétaires, et ça va donner l'occasion à Mme Lycène également de réagir. On a évoqué des bonis, mais si le bilan de l'université devait amener à être négatif, où les coupes budgétaires seraient-elles effectuées en premier? Vous pouvez réagir, hein, évidemment, encore par rapport aux questions budgétaires, mais aussi par rapport à cette question. On débat ici de répartir des bonis que nous avons, mais si on n'a pas ces bonis, où coupe-t-on? Bon, je vais répondre à cette question, mais j'aimerais bien quand même faire une remarque. Un programme, ce n'est pas seulement des énoncés, des rêves. Un programme, c'est une vision. Une vision, ce sont des objectifs avec évidemment des méthodes pour y arriver. S'il n'y a jamais de méthode mise dans son programme, ben moi, je peux vous raconter des belles histoires. Voilà. Donc, ce que nous avons voulu mettre en place, c'est de traduire notre vision en objectifs et de proposer des méthodes pour parvenir. Ces méthodes, évidemment, comme je l'ai dit, peuvent être revues en fonction de la conjoncture. Pour le moment, cela fait 10 ans que nous avons des bonis. Ce n'est pas des bonis de 2 millions, c'est des bonis qui tournent autour de 10 à 12 millions par an. D'accord ? Ils sont principalement fléchés pour nos infrastructures. Je pense que nos infrastructures ont besoin d'être rénovées, bien sûr, pour la recherche. Et je pense que la recherche a besoin aussi d'être soutenue. Est-ce qu'on ne peut pas aussi peut-être imaginer de les mettre au niveau de l'enseignement et du soutien à l'encadrement, d'accord? On a déjà d'ailleurs depuis 3 ans et demi proposé, je l'avais proposé au recteur qui l'a accepté, 500 000 €, d'accord, pour la pléthore étudiante. Donc c'est une mesure qui est mise en place, ponctuelle. Et je vois à quel point cette mesure est nécessaire dans certaines facultés. Donc à un moment, on ne peut pas toujours travailler avec des mesures ponctuelles. On va devoir dégager, travailler sur nos budgets pour trouver des mesures qui peuvent être, dans certains cas, pérennes, d'accord ? Et c'est ce qui est d'ailleurs en train d'être fait dans les facultés, on le fait. Il y a des assistants qui sont d'abord embauchés de manière temporaire et puis qui, sur base donc, de la création d'un PASS et de l'analyse d'un besoin qui s'avère pérenne, eh bien, sont reconduits au niveau pérenne. Donc ça se fait. Ce sont des choix que nous devons faire ensemble pour notre institution. Donc je pense que c'est vraiment important de ne pas non plus faire peur aux gens. D'accord ? Bien sûr qu'on doit être conscient, bien sûr que les aspects financiers sont importants. Et je peux vous dire que nous avons fait l'analyse donc, de nos mesures
évidemment à partir des chiffres qu'on dispose à l'heure actuelle, hein, d'accord. Nous avons une administration et des services financiers extrêmement compétents avec qui on va pouvoir travailler. Et on nous a dit d'ailleurs dernièrement que nous avons peut-être une attitude un peu trop prudente par rapport à la manière dont on gère l'ensemble de nos budgets. Voilà, pour moi, c'est ma position. Donc je pense que nous avons là une marge possible sur laquelle que nous devons analyser pour distribuer au mieux les ressources. Alors, s'il y a un crash demain, d'accord, si en effet la guerre et les effets de la guerre se font ressentir et on peut évidemment les anticiper, eh bien nous allons le faire dans la mesure du possible. Et nous sommes déjà en train de le faire avec l'administrateur qui a déjà prévu certaines lignes par rapport à cela, par rapport à la hausse notamment de l'énergie. Donc tout cela, nous sommes comme on dit, des bons pères de famille, hein, mais je dirais aussi des bonnes mères de famille et qui peuvent gérer la bourse aussi bien que le père de famille. Monsieur Winant, si la situation se dégrade, où coupe-t-on ? D'abord, nous, on voudrait bien faire en sorte qu'elle ne se dégrade pas. Donc, à nouveau, et je le répète parce que l'enseignement est fait de répétition, nous, un de nos projets est précisément, dans notre projet, il y a une part importante qui essaie, autant que faire se peut, mais justement de ne plus être trop dépendant des revenus des universités telles qu'ils sont constitués actuellement. Et c'est bien pour ça que nous pensons que la valorisation de notre recherche, non seulement elle a une valeur sociétale, parce que si les gouvernements et si les différents organismes mettent de l'argent pour de la recherche, c'est quand même aussi pour que ça serve à quelque chose. Mais si en plus de ça, on peut avoir une valorisation de type industriel ou économique et que, c'est important, on garde cette activité à l'intérieur de l'université, parce que je rappelle que ceux qui sont critiqués parfois durement aujourd'hui, mais c'est parce qu'ils ont maintenu l'activité à l'intérieur de l'université. S'ils l'avaient complètement externalisée, on n'en saurait rien du tout et on n'en parlerait pas. Eh bien ça, c'est ce qui permet précisément, comme le dirait la bonne mère de famille ou le bon père de famille, c'est ce qui permet de mettre du beurre dans les épinards. Et ça, je pense que c'est très important. S'il y a un ressac dans le financement public, eh bien, nous pourrons peut-être, grâce à un troisième pilier, amortir un peu le choc. Maintenant, sur les bonis, on a entre 10 et 12 millions de bonis, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Cette année, un peu plus parce que les revenus financiers ont particulièrement bien performé, mais ça va comme ça. Mais vous savez, avec le préfinancement qui a déjà été voté par le CA, et ça c'est sur le long terme, ce n'est pas un an à la fois, c'est sur le long terme, pour le financement du plan infrastructure. Je vous rappelle que le plan infrastructure, c'est grosso modo 300 millions, qu'on a divisé ça en deux phases. Une première phase de 150 millions, pour laquelle on a 80 millions qui sont déjà financés. Il reste 70 millions à financer. Et on a dit, on ira chercher ça chaque année, on ira en chercher sur les bonis. L'augmentation des coûts de l'énergie, c'est pas trivial, hein, c'est 3 millions déjà cette année-ci. Donc quand on regarde comment les bonis sont préaffectés pour cette année, il reste déjà plus rien, il reste à peine 300 000 euros. Donc c'est pas quelque chose d'extensible, et les bonis surtout c'est variable. C'est bien pour ça que nous proposons que sur les bonis on puisse faire des choses non structurelles. Faire du structurel sur les bonis, c'est extrêmement dangereux. Quelle est votre réaction, Madame Nyssen, par rapport à ces ressources complémentaires que l'université peut aller chercher? On a la dotation, bien entendu, on valorise déjà de la recherche. Il y a des propositions chez M. Winant d'augmenter la part des revenus complémentaires. Est-ce que c'est également, de votre côté, un axe de votre programme? Vous savez, on ne dit jamais non à du beurre dans les épinards, hein, ceux qui aiment le beurre. Voilà, donc il est tout à fait clair que ce que propose et ce qu'a mis en place Fabrice Bureau par rapport à la valorisation, nous allons le soutenir. Je pense que la valorisation de la recherche et de toutes les recherches est une très bonne chose. Donc ça, encore une fois, je ne vois pas pourquoi on fait courir des bruits sur cela. Donc on est profondément à l'écoute, évidemment, du rayonnement de notre université. Et ce rayonnement est d'ailleurs même
ce rayonnement de l'université passe par la valorisation de nos recherches, quelles qu'elles soient, et dans tous les secteurs, je veux dire. Et pour en venir, je fais une petite digression. On nous dit très clairement d'ailleurs dans l'analyse des progrès à faire pour améliorer notre position dans les rankings que ce n'est pas la quantité de production scientifique qu'il faut viser parce que nous sommes très bons, c'est le rayonnement, d'accord, de nos productions scientifiques. C'est bien donc la valorisation au sens général. Donc il est très clair qu'on va totalement continuer cela et le renforcer du mieux qu'on peut. Oui, monsieur Minan. Anne-Sophie, je signale qu'il est déjà 18h11 et qu'il y a encore quelques questions qu'on voudra aborder. Mais comme on s'amuse bien, il n'y a pas de raison. Mais Anne-Sophie, il y a quand même des mots très très durs sur la valorisation. Je reviens encore avec quand même une phrase sur la recherche monétisée. Je ne sais plus quel était exactement le terme employé, mais ça. Utiliser les mots que utiliser les mots que j'utilise. Donc, Jean, si tu me sors un mot de mon programme, j'aimerais bien que tu me cites la page. Je peux essayer de retrouver. Non, mais encore une fois, c'est la page 1 ou page 2. Oui, encore une fois, il faut utiliser ce que je dis et ne pas certainement utiliser un autre mot qui voudrait peut-être dire la même chose et qui est sorti de son contexte, d'accord ? Ou sinon, on peut s'amuser à passer en revue l'ensemble de notre programme. Ce que je dis depuis le début, c'est qu'il me semble important de garder une place importante à la recherche fondamentale, comme à la recherche stratégique et à la recherche appliquée. Donc voilà, je le répète, donc à l'ensemble de la recherche dans toute sa diversité. Et par rapport à la valorisation, il est clair que la valorisation de la recherche telle qu'elle est vue maintenant et telle qu'elle est d'ailleurs développée par Fabrice dans sa manière de voir la valorisation, couvre l'ensemble des secteurs. Donc nous allons tout à fait soutenir évidemment ce type de démarche. Voilà. Alors, on va peut-être parler un peu d'enseignement, quitter les zones de financement, de gouvernance. Première question un peu générale, mais qui, par sa rédaction, sans doute, peut amener à développer toute une série de thèmes. Pour vous, avec 25 000 étudiants, l'ULiège a-t-elle trop peu, ou juste assez le nombre d'étudiants qu'elle doit avoir? Madame Nicette, je vous propose, comme vous avez un peu de retard, de commencer. D'avance. Ça dépend comment vous voyez le sablier. Voilà, je dirais de retard d'abord, mais voilà. Alors, c'est un débat important. On en a d'ailleurs déjà discuté dans le débat de l'enseignement. Je pense qu'il y a différentes façons pour analyser et réfléchir sur le nombre d'étudiants. Tout d'abord, il me semble important, et c'est donc la position que je défends dans mon programme et de toute l'équipe, c'est qu'il ne faudrait pas penser qu'un nombre important d'étudiants dans notre université, et surtout une université publique, est un problème. Moi, je suis heureuse de voir un nombre important d'étudiants dans mon université. Évidemment, je suis heureuse si ce nombre important d'étudiants peut étudier dans de très bonnes conditions et avec un cadre suffisant et permet une diplomation. Voilà. Vous savez, l'éducation, le niveau d'éducation, je l'ai déjà dit, est relié au niveau de démocratie. Donc, je suis en faveur de cet accès à l'université. Alors, ce qu'il faut, évidemment, puisque nous travaillons en enveloppe fermée, il me semble que le problème essentiel, c'est l'orientation des étudiants, c'est-à-dire permettre le plus rapidement possible à un étudiant de pouvoir identifier là où il est bien pour étudier et pour acquérir des compétences qu'il souhaite acquérir par rapport à son chemin et son rêve de vie. Et c'est ce problème d'orientation qui est important. C'est d'ailleurs un problème majeur que Glatini, évidemment, nous pose. D'accord ? Elle nous pose quoi comme question ? Elle nous a posé, est-ce que vous voulez faire un test d'orientation ?
Ce que nous avons dit en interuniversité, c'est que nous ne sommes pas nécessairement en faveur d'un test d'orientation obligatoire. Certains étudiants savent très bien ce qu'ils veulent et sont parfaitement capables de réussir leur premier bac rapidement. Donc, nous avons plutôt été... nous avons fait un pas un peu de côté. Nous avons dit un test d'orientation, bien sûr, ça peut être extrêmement riche pour les étudiants. Mettons-le volontaire et, si possible, le plus en amont de l'université. D'accord ? Ça, c'est une première mesure. Deuxième mesure, je pense que déjà dans le groupe d'aide à la réussite, nous avons fait un cadastre de toutes les aides à la réussite, y compris des cours préparatoires, donc qui préparent les étudiants déjà à la première semaine et à la première année donc de leur année universitaire. Et il s'est avéré que beaucoup de facultés ne seraient pas opposées à une année préparatoire. Et c'est en cours de discussion et je pense que ça vaut la peine de créer un débat au sein de notre université sur cette année préparatoire et voir comment elle peut s'organiser. Troisième chose, il faut qu'on travaille sur les étudiants évidemment non résidents. D'accord ? Là aussi, nous sommes déjà en train de travailler avec les recteurs et avec les vice-recteurs à l'enseignement pour voir comment on peut mieux réguler en fait ce nombre d'étudiants français. Je suis désolée pour les Français, mais moi, mon compagnon est français. Donc, mais pour voir comment on peut mieux réguler ce nombre d'étudiants français qui augmente le nombre d'étudiants et qui retournent parfois, la plupart d'entre eux dans leur pays. Donc là, l'idée, c'est de voir au niveau du Minerval des étudiants, et tout un travail est déjà fait et est défendu par plusieurs universités. J'ai eu des contacts avec l'ULB, j'ai eu des contacts avec l'UCL, ils ont le même problème et ils peuvent nous aider à construire vraiment un plan d'action envers la ministre. Ça, c'est au niveau de l'entrée. Après, il y a lorsque les étudiants sont dans le parcours. Et là, nous avons toute une série d'activités de remédiation pour essayer de les mettre, de leur permettre d'acquérir les compétences qui malheureusement parfois n'ont pas pu être acquises précédemment. Et c'est tout le groupe donc, du plan stratégique d'aide à la réussite que nous devons faire dans le cadre de la réforme du décret paysage et que nous sommes en train de réaliser. Ensuite, troisième chose, c'est que nous avons aussi à nous positionner, à nous questionner sur l'adaptation de nos méthodes d'enseignement par rapport donc, au public et par rapport à ce que nous voulons transmettre. Nous avons vécu une révolution numérique. Nous sommes dans le numérique, dans l'enseignement. Nous avons construit un plan stratégique du numérique avec des propositions d'hybridation. Chacun à sa vitesse. Et là, ça sera aussi une façon, je pense, à répondre, si on le veut, à un enseignement face à des grands groupes, je pense. Donc, vous voyez, il y a 3 niveaux. On travaille le plus en amont possible. On travaille pendant le parcours de l'étudiant et on peut travailler aussi sur les méthodes d'enseignement, les rendre beaucoup plus adaptées au public. Et là, nous avons le plan donc, de relance du numérique que j'espère va bientôt être confirmé et qui nous apporte une aide à la fois au niveau des outils et à la fois en termes de formation des étudiants et de la formation des enseignants au numérique. Et je pense que à partir de ces 3 axes, on peut déjà travailler, on a un programme. Comme je le disais, c'est une question large qui permet d'aborder beaucoup de choses. Monsieur Minant. Manifestement, parce que là, Anne-Sophie a refait son retard. Maintenant, j'ai un petit peu de temps de parole, sans le voler. Moi, je suis évidemment d'accord avec le fait que l'accession à l'enseignement supérieur, que ce soit en haute école ou dans les universités, est vraiment quelque chose qu'il faut encourager. Enfin, je ne vais pas revenir avec mon cas personnel, mais je suis un produit de l'ascenseur social et je ne sais pas si ça fonctionne encore de la même manière que ça a pu le faire par le passé. Maintenant, quand on parle du nombre d'étudiants, il faut voir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de la finançabilité, c'est-à-dire est-ce que financièrement on peut accueillir, on a 25 000 étudiants, qu'est-ce qu'on fait si demain on en a 30 000 ou 35 000 ? Une autre question est de savoir, en admettant qu'on ait les moyens, pour leur faire quoi. Donc ça, c'est l'opérationnalisation. Et puis alors, il y a évidemment aussi le niveau des étudiants qui nous
qui nous arrivent à l'université. Pas que les étudiants sont plus mauvais, ils ont d'autres types de compétences que ceux qu'on avait quand nous sommes entrés à l'université, mais ils ne sont pas peut-être tout à fait formatés, entre guillemets, en tout cas pas exactement ce qu'on pourrait attendre pour suivre avec fruit certaines formations. Donc ce sont des problèmes qui sont très très différents. Alors sur le financement, il est clair que vu le caractère très attractif quand même de l'enseignement en Belgique, parce que même si on a un peu des difficultés, on a un enseignement reconnu de grande qualité, on a des droits d'inscription, certes je sais bien que 850 € pour faire bref, pour beaucoup d'étudiants c'est difficile, mais il y a des systèmes d'aide, mais si on regarde ce qui se fait ailleurs en Europe, ça reste quand même relativement bas, et avec un coût de la vie ici à Liège qui n'est évidemment pas à comparer avec ce qu'on peut avoir ailleurs. Donc il y a une attractivité. Alors qu'est-ce qu'on fait si demain, on a parlé des étudiants français parce que les cours se font en français, mais si on va demain avec des programmes qui sont davantage dans des langues étrangères, il y a peut-être des étudiants qui pour l'instant hésitent à nous rejoindre parce que les cours en français c'est un peu compliqué, mais si on fait du full English, on pourrait peut-être alors aussi avoir un appel d'air. Donc ça c'est important, il y a objectivement quelque chose là qu'il faut régler. Est-ce qu'on va régler ça seul? Non, on vit d'abord dans une conjoncture internationale, on a des traités évidemment qui nous lient à l'intérieur de l'Union européenne sur la libre circulation des personnes, et donc on a déjà eu, on l'a fait pour les vétérinaires, on a fait parfois monde d'ingénierie comme ça, législative ou administrative, pour essayer quand même que les non-résidents, comme on les appelle, donc les non-résidents, je rappelle, ce n'est pas synonyme de étranger, hein, un Français, un Allemand, n'importe quoi, qui réside depuis plus de 5 ans en Belgique sera assimilé évidemment à un étudiant en Belgique. Mais là, c'est une vraie question parce que dans la gestion des ressources, si vous avez des étudiants qui viennent d'un autre pays, viennent suivre une formation en Belgique et puis repartent immédiatement après, la Belgique a quand même payé pour une formation pour laquelle elle ne verra plus après de retour en termes de cotisation sociale, d'impôts payés lorsque les gens exercent leur profession. Alors, ce n'est pas un problème si, disons, il y a une sorte d'équilibre, s'il y a autant d'étudiants belges qui vont ailleurs et qui bénéficient alors aussi des systèmes à l'étranger, ce n'est pas un problème. Le problème se pose quand il y a un déséquilibre. Et pour l'instant, manifestement, il y a un déséquilibre. Mais ça, c'est quelque chose à régler au niveau européen. C'est une vraie question politique. Et c'est un peu la même chose, vous me direz que ça n'a rien à voir, mais c'est la même chose, quand un jour le ministre Dardenne, père, a voulu essayer de régler le problème des autoroutes. Vous vous souvenez, le problème des autoroutes, c'était il y a 15 ans d'ici. Et donc c'était, mais enfin, tous ces Hollandais, ces Allemands qui empruntent comme ça nos autoroutes, gratuites évidemment, pour passer leurs vacances, il faudrait quand même qu'ils contribuent au paiement de nos autoroutes. Et donc tout un système complexe avait été imaginé, où tout le monde, y compris les Belges, allait payer une taxe pour les autoroutes, et puis alors avec un autre système, on allait rendre aux Belges ce qu'ils avaient payé pour que l'opération soit nulle. Ça s'est fait retoquer par l'Europe, évidemment. Donc c'est pas si simple que ça. Donc ça, c'est pour la première chose, l'aspect financier. Maintenant, pour ce qui est alors de l'aspect technique, supposons qu'il n'y ait pas de problème financier, nous accueillons tout le monde. À un moment donné, on va avoir des problèmes simplement de locaux. On aura des problèmes évidemment importants dans les TP, dans certains domaines. Enfin, on peut mettre évidemment beaucoup de personnes autour d'une mouche, mais ça va quand même être compliqué. Donc là, je crois qu'il y a un certain nombre de problèmes très pratico-pratiques qu'il faut résoudre. Alors, la meilleure orientation des étudiants, ça je crois que c'est une bonne chose à faire, on le fait déjà, parce que les étudiants évidemment qui sont directement dans la bonne orientation, peut-être qu'ils font leurs études en 5 ans plutôt que de la faire en 6 ans et en 7 ans. Donc quand on dit qu'on a 25 000 étudiants, il faut voir évidemment là-dedans le nombre de répétants qu'on a ou des étudiants qui se réorientent. Si on parvient à agir là-dessus, mécaniquement, évidemment, le nombre d'étudiants baisse, mais notre nombre de diplômés reste constant. Simplement, ils ont mis moins de temps. Alors, quant à faire éventuellement une année préparatoire pour mettre les gens à niveau, qui je suppose ne serait pas obligatoire, il y a des étudiants qui ont tout à fait le niveau, voilà, c'est encore une année en plus. Donc je vois que la réponse c'est toujours une année en plus pour beaucoup de domaines, et avec les coûts qui vont avec, évidemment. Mais ça dépend
qui le ferait? Est-ce qu'on renvoie ça au secondaire? Est-ce que c'est l'université qui s'en charge? Moi, depuis que je suis à l'université, j'entends parler d'une année propédeutique, hein, donc c'est une vieille affaire aussi, mais à nouveau, c'est encore dans la liste des choses coûteuses à faire. Alors, le temps file horriblement vite et il y aurait encore de nombreuses questions qui ont été posées. Juste un mot, mais je vais être très brève. Il y a des propositions très concrètes par rapport donc à la régulation du nombre d'étudiants français, notamment avec l'idée de mettre 15 à 20% du financement actuel qui prendrait la forme d'une bourse inconditionnelle d'études et portables. Donc ce sont des propositions qui ont été faites d'ailleurs par Userbit et d'autres et qui sont de nouveau à l'étude au niveau des recteurs. Voilà, donc ce n'est pas du tout... je suis en faveur, évidemment, de travailler avec l'ensemble des autres universités pour promouvoir ce type de propositions. Oui, mais je connais bien les propositions d'Userbit. Dès la première année de mon mandat, je les avais rencontrés, j'ai discuté longuement avec eux. En fait, ce n'est pas encore fait. Et moi, on en parle depuis 4 ans déjà. Elle est sur la table aujourd'hui encore. Ben oui. Ok. On va bientôt en fait arriver à la fin du débat. La dernière question, en fait, il y en a une avant, mais c'est pour vous la signaler. On va vous demander à l'un et à l'autre, si vous êtes élus, quelles seront les 3 ou 4 premières mesures prioritaires que durant la première année de votre mandat, vous allez mettre en place, que vous allez prendre. Mais avant ça, donc je vous le dis pour que vous puissiez quand même déjà y réfléchir, avant ça, une question qui est revenue à quelques reprises et qu'on n'a encore jamais directement posée. La préparation de l'intégration des équipes de l'interface et de l'ARD au sein d'une seule et même administration de la recherche et de la valorisation est une mission assignée au nouveau directeur de l'interface. Restez-vous favorable à cette évolution? Et si vous êtes donc élu, proposerez-vous des changements ou pas? Madame Nissen. C'est un travail qui a été un travail de longue haleine. Moi, ce qui est important, c'est de vérifier que l'ensemble des personnes concernées dans les différents services ont été impliquées dans cette réforme. Je prône la gouvernance participative et je pense qu'il est fondamental de vérifier d'abord que l'ensemble des personnes ont pu dire ce qu'ils souhaitent dire par rapport à cette réforme. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai rencontré M. Mativi, qui a également des idées extrêmement riches, notamment financières aussi d'ailleurs, en termes de valorisation donc, de la recherche. Et donc, on peut évidemment mieux valoriser la recherche au niveau de notre université, et cela me semble essentiel de le développer. La réunion, le rassemblement de l'ARD avec l'interface peut avoir des bénéfices. À côté de l'aspect financier, j'aimerais bien quand même dire que la valorisation, ce n'est pas que le financier. C'est aussi l'éthique, c'est aussi la construction de qu'est-ce qu'on va faire de mes résultats de recherche. Je pense que j'en ai déjà parlé. Et pour moi, c'est important d'élargir ce concept de valorisation à cet aspect-là aussi. Donc voilà, pour revenir sur l'ARD interface, eh bien, on peut évidemment envisager donc, ce rassemblement si les bénéfices sont démontrés. D'accord ? Je pense qu'à mon avis, ça peut être démontré facilement d'avoir plus de connexions, d'interconnexions entre les deux, surtout qu'il y en a un au Sartillement et l'autre donc au bâtiment central. Mais la deuxième chose que je veillerais, c'est quand même de faire participer les membres des différents services donc à cette réforme cela me semble essentiel. Peut-être que ça a déjà été fait, mais je n'en suis pas informée, je n'ai pas été associée à cette décision et à cette restructuration. Même question pour vous, M. Vidal. Oui, d'abord, je pense que c'est une bonne idée d'avoir sous une même coupole l'ARD et l'interface. Les années qui viennent de s'écouler montrent que la collaboration et la coopération entre les deux n'a pas toujours été optimale, pour des tas de raisons, on ne va pas revenir à ça ici. Donc que l'on puisse, dans certains cas, envisager véritablement comme un continuum une recherche qui prend son départ dans de la recherche fondamentale
et qui, après, mais ce n'est pas une nécessité, moi je fais de la recherche fondamentale, je n'ai pas de la valorisation économique derrière, malheureusement diront certains. Donc, mais là où ça se met, je crois qu'il faut vraiment un système d'accompagnement qui permette depuis le départ jusqu'à après une phase de maturation en interne qui est bien nécessaire et qui pour l'instant est très mal faite. C'est pour ça que beaucoup de projets qui, à un moment donné, sont lancés dans la nature périclitent assez rapidement parce qu'ils n'ont pas pu avoir cette maturation nécessaire et on peut les accompagner. Ça, je crois que c'est vraiment une bonne chose. Et donc, avoir quelqu'un qui va coordonner ces différentes actions, je pense que c'est vraiment utile. Alors, quand on entend dire, oui, mais enfin, M. Mativi, ce n'est quand même pas un scientifique pur jus, et c'est lui qui va diriger la recherche. Non, ce n'est pas lui qui va diriger la recherche, évidemment. Ceux qui dirigent la recherche, d'abord, c'est les chercheurs, et puis il y a un vice-recteur à la recherche. À nouveau, il faut bien voir que dans une bonne gouvernance de l'université, il y a un pilotage proprement politique qui donne les grandes orientations, et ça, ce sont les autorités qui ont été élues quand même pour ça, avec évidemment l'ensemble des doyens et de la cure et les représentants des différentes UR. C'est là que se fait le pilotage politique. Et puis alors, il y a une opérationnalisation alors des dossiers, et je crois que M. Mativi fera très très bien ça. Alors, pour rassurer ceux qui en douteraient, dans la construction du projet, il y a eu évidemment la participation, la consultation large de tous les membres du personnel. Donc ça ne s'est pas fait juste comme ça sur un coin de table. Moi, je n'ai pas été associé, pas plus qu'Anne-Sophie, je n'ai pas été associé, ce n'est pas mes dossiers. Donc c'est le dossier qui est piloté essentiellement ici par le vice-recteur. De même que dans les réformes qui ont été proposées à l'enseignement, je n'ai jamais été associé non plus. Mais ce n'est pas anormal, je veux dire, chacun a les dossiers qu'il gère, et puis quand ils sont arrivés à maturité, on les porte éventuellement pour décision auprès du conseil d'administration. Il est au-delà déjà de 18h30. Pour conclure cette question autour de vos premières mesures prioritaires, Madame Nyssen. J'aimerais bien tout d'abord, avant de conclure, si vous voulez, je vois que j'ai un tout petit peu, comme vous dites, d'avance. On va leur demander peut-être cette question. Alors après, à M. Binan d'abord, enfin, si vous voulez y répondre maintenant, enfin, vous voulez faire un commentaire par rapport à... Oui, juste. D'accord, allez-y. Je voudrais juste clarifier cette histoire de pension anticipée. D'accord ? Je voudrais quand même dire que dans mon programme, il est indiqué que nous voulons ouvrir une réflexion sur cette possibilité de pension anticipée face à l'allongement du temps de travail. C'est une réflexion. On ne confond pas pré-retraite avec pension anticipée, d'accord ? Nous parlons de pension anticipée volontaire ici, et pas du tout obligatoire, évidemment. Donc, ouvrir une réflexion par rapport aux personnes qui seraient potentiellement attirés par réfléchir et par anticiper évidemment leur prise de pension. Alors, je n'ai pas évidemment pu déjà faire cette analyse, ou sinon je l'aurais mise dans mon programme. Sur base des données que j'ai, entre 23 et 26, nous avons environ 130 personnes qui partent à la retraite, donc ce n'est quand même pas énorme. Le différentiel entre le coût de la personne qui part à la retraite et le coût d'une personne qu'on engage, le nouveau qu'on pourra engager, est de l'ordre de 50 000 euros ou de 30 000 euros. Vous dites, on peut estimer qu'il y a 30% de ces 120 ou 130 personnes qui seraient potentiellement intéressés, eh bien, ça nous fait plus ou moins 1,8 million, d'accord, qui nous permet d'envisager cette possibilité de partir anticipativement. Et par ailleurs, on pourrait imaginer que des personnes souhaiteraient rester un peu plus, d'accord, et pourquoi pas réfléchir aux deux choses et envisager, lorsque la personne veut rester un peu plus, de pouvoir alléger les nouveaux arrivants par rapport à leur charge de cours. Voilà. Au moins, j'ai pu dire les faits et mes chiffres. Voilà. Maintenant, je veux bien vous répondre à la question finale. Alors, pour respecter un ordre qui avait été donné par le groupe opérationnel, je vais peut-être demander d'abord en fait, à M. Binan quelles sont ces mesures prioritaires en cas d'élection.
et je suis au même On point. a droit à 3 mesures, c'est ça? Non, c'est pas 3 ça ou que tu as dit, je ne sais plus. Mais c'est parce qu'il faut réfléchir. En tout cas, vous n'avez pas droit à un quart d'heure. Non, d'accord. Mais on peut dire beaucoup de choses en très peu de temps. Je vais essayer, parce que ce n'est pas mon habitude. Je suis un peu bavard, je le sais bien. Donc, la première chose, évidemment, qu'on va faire, c'est faire en sorte que tout ce qui a été décidé, déjà depuis longtemps, soit en application. Ça, je crois que c'est la première chose à faire. Mais vraiment, sur les mesures structurelles qui sont dans notre programme, il faut vraiment lancer, pour moi, la refonte complète de notre enseignement par revoir vraiment les programmes. Donc, on a apporté beaucoup d'attention jusqu'ici aux cours individuellement, et on a des systèmes pour évaluer les cours, mais c'est vraiment les programmes. C'est vraiment là, je crois, qu'on va pouvoir faire œuvre vraiment novatrice. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parce que ça va prendre du temps, c'est lancer alors vraiment la discussion sur les campus. Donc, vous savez que c'est vraiment pour nous une pièce vraiment importante de notre dossier. Et je lis ça alors avec ce qui est pour moi très important dans notre programme, c'est de bâtir ce consensus autour de l'université et de son CHU, mais de bâtir ce consensus de ce qu'on appelle parfois un peu rapidement les forces vives liégeoises, c'est-à-dire le personnel politique, les associations bien sûr, mais aussi tout le tissu industriel et économique, et pouvoir ensemble définir, pas pour un an ou deux, mais vraiment sur du moyen et du long terme, quelques axes structurants qui permettront vraiment à l'université de jouer pleinement son rôle de force de proposition et de moteur pour le redéploiement de la région. Et enfin, on voudrait aussi vraiment avancer sur notre projet de grande université. On a déjà eu des contacts informels, évidemment, à ce stade-ci, avec des universités qui sont potentiellement intéressées. Et donc, si nous sommes élus, nous ne perdrons pas de temps. Avant même notre prise de fonction, nous commencerons à voir un peu ce qu'on peut faire ensemble. Et bien sûr, nous viendrons devant la communauté ici. Si la communauté, dans son ensemble, nous dit écoutez, c'est pas une bonne idée, on ne le fera pas. Mais ça fait partie, ça fait partie de notre déclaration ici. Donc je suppose que si nous sommes élus, ça donne quand même en quelque sorte un blanc-seing pour aller un peu en avant. Donc voilà, des trucs très, très rapides, et puis alors des choses un peu plus structurelles, parce qu'il faut quand même se lancer sur le long terme, autrement on ne se fait jamais rien. Voilà, merci. Madame Nyssen, même chose, pas un quart d'heure, mais pour conclure. Pour conclure, j'espère tout d'abord, je vais faire l'exercice 3-4, mais j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres de mesures, parce que conformément... J'ai dit prioritaire. Prioritaire, d'accord, ok. Donc, d'abord, je l'ai dit, et mon programme le met en avant, c'est dès octobre, on a un choc de transparence et d'éthique. On le fait avec Pascal, évidemment, pressenti premier vice-recteur, avec Michel Mouchen, avec Eric, avec Florence, notamment, d'accord, dans mon équipe. Je pense que nous voulons maintenir, évidemment, les supports financiers à la recherche, à la valorisation, mais la recherche dans toute sa diversité. Mais nous voulons améliorer la transparence, je pense, et la lisibilité des processus, des appels et des critères d'attribution. Deuxième chose que je souhaiterais mettre en place, évidemment, c'est consolider tout ce qui est en route. On a quand même des énormes chantiers à mettre en route, la réforme paysage, la réforme FIE qui est là, l'évaluation institutionnelle, on a la réforme qui est en train d'être faite du CJ en concertation avec les utilisateurs. Je pense que tout cela doit être mis sur la route et nous avons évidemment dans mon équipe toute une série de personnes qui peuvent travailler avec nous. Frédéric, évidemment, Philippe Hubert, Félix aussi, dans le cadre de la transition numérique et sobriété numérique. Voilà. Alors ensuite, la troisième grand chantier, je pense aussi prioritaire, et on en a parlé beaucoup pendant ces débats, c'est l'exemplarité de l'ULiège en termes de développement durable, de transition durable. Cela veut dire deux choses pour moi. Ça veut dire, d'une part, en tant qu'organisation, nous devons évidemment être un exemple et donc traduire le tableau de bord qu'on a déjà en place, mis en place ces dernières années, et c'est une très bonne chose, mais en objectif et en plan d'action.
D'accord? Et ça, je pense que c'était essentiel. Et donc, pour là, nous avons aussi Rudy, nous avons évidemment Pierre, nous avons Sybille qui vont nous aider à cela, mais aussi tous les acteurs, j'espère bien, de cette université qui travaillent et qui font de la recherche, évidemment, dans ce domaine. Mais aussi, en tant qu'université, moi, ce que je souhaite aussi, c'est que nos enseignements et nos recherches également puissent aussi se développer dans le cadre de cette transition durable. Nous aurons besoin de recherche, nous aurons besoin de notre créativité pour faire face aux défis de la société, je pense, et c'est fondamental. Ça, c'est mes 3 priorités auxquelles j'avais déjà réfléchi. Et puis alors oui, il y a quand même une chose, moi, qui me semble un peu important. Je pense que j'ai envie, moi je rêve d'une université où on est bien, d'accord, une université rayonnante, où on a envie de venir travailler, où on a envie de venir étudier. Et pour moi, ça demande 2 choses. Ça demande de la chaleur dans tous les sens du terme, où on se sente bien, où on se sente respecté, où on est bienveillant, où la diversité est accueillie. Ça, je pense que c'est fondamental pour moi. Et une deuxième chose que ça demande pour moi, cette université qui rayonne, c'est justement qu'elle soit intégrée dans son écosystème. Et je l'ai dit et répété, son écosystème, c'est sa région, bien évidemment, c'est aussi le fédéral et c'est aussi l'international avec un réseau d'universités avec lesquelles on souhaite et on est bien à travailler pour notamment mettre en place ces programmes donc innovateurs en termes de recherche, en termes d'enseignement. Et ça, je pense qu'on doit mettre en place et valoriser davantage tous nos atouts et tous les pôles d'excellence que nous avons dans une meilleure communication. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du débat et je vous remercie tous les deux parce qu'il y en a une qualité de débat et on apprend en fait à mieux connaître encore l'université dans laquelle parfois on travaille depuis des années à travers ces interventions respectives. Maintenant, comme la dernière fois, en tout cas un vendredi je ne sais plus, 24 avril, quelque part par là, je disais que c'était à nous de jouer, c'est-à-dire en fait à nous tous à jouer. Nous votons mardi et mercredi prochain. On annoncera un résultat le jeudi après-midi, début de soirée. On verra bien en fonction du dépouillement. Et donc le seul message que je puisse vous dire, allons voter tous. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Merci.